Papa, le moteur fait un bruit bizarre. On ferait mieux de s'arrêter. Je pensais que c'était une balade de réconciliation. Un après-midi sur la route, père et fils, après des mois sans vraiment se parler. La poussière du chemin collait à mes chaussures pendant que je m'asseyais sur ce vieux tronc d'arbre. « Repose-toi là, papa. Je vais jeter un œil dans le coffre. » Je me souviens encore de l'odeur d'huile brûlée dans l'air. Le soleil commençait déjà à descendre. Mon cœur battait de travers, comme s'il savait quelque chose que je refusais d'accepter. J'ai entendu le moteur reprendre vie et je n'ai vu que les feux arrière s'éloigner, disparaître dans la poussière. Ma petite fille, Manon, m'avait dit ce matin-là, les yeux pleins de larmes, « Papy, n'y va pas, s'il te plaît. » Mais moi, je voulais croire que mon fils m'aimait encore, qu'après tout ce qu'on avait vécu ensemble, il restait quelque chose, que le sang pesait plus lourd que l'argent. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, je vous raconte une histoire qui pourrait être la vôtre, celle de votre voisin, celle de n'importe qui. Et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous regardez. Je m'appelle Marcel Dessigny, j'ai 76 ans. J'ai été garagiste pendant 48 ans jusqu'à ce que mes mains commencent à trembler et que je sois obligé de fermer boutique. Je suis veuf. Ma femme est morte il y a 38 ans, le jour même où sont nées nos filles jumelles. Depuis, j'ai élevé mes 3 enfants seuls, Thierry, l'aîné, et les jumelles, Sylvie et Martine. J'habite dans la maison de mon grand-père, dans les environs d'Auxerre, ici en Bourgogne. Une grande et vieille maison en pierre pleine de choses que la famille a accumulées au fil des générations. Je n'aurais jamais pensé que cette maison, ma maison, serait la raison pour laquelle mon propre fils m'abandonnerait au milieu de nulle part. Mais c'est ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Ce jour-là, samedi 23 septembre, je me suis levé tôt. Il était 6 heures du matin quand j'ai entendu frapper au portail. C'était Thierry. « Bonjour, papa. »« Prêt pour la balade ?» J'étais encore en pyjama. Je me suis habillé en vitesse. Pantalon gris habillé, chemise à carreaux bleus, mes grosses chaussures noires que je mets pour marcher. J'ai mis mes médicaments pour le cœur dans un petit sac, j'ai glissé mon portefeuille dans ma poche et je suis sorti. Dehors, il y avait la voiture de Patrice, le beau-frère de Thierry. Une Peugeot blanche, une de ses compactes, de 2011. Patrice conduisait. Thierry s'est assis à l'avant. Moi, je suis monté à l'arrière. « On va où ?» j'ai demandé. « Dans le Morvan, papa. »« Vers cet endroit près de Château-Chinon que vous aimez bien. » J'ai hoché la tête. J'ai mis ma ceinture et j'ai fermé les yeux. J'ai pensé, c'est bien, Thierry veut passer du temps avec moi. Pendant le trajet, on a peu parlé. Thierry a mis la radio sur une station qui passait des vieilles chansons françaises. Patrice sifflotait comme si c'était un jour ordinaire. Moi, je regardais par la fenêtre, voyant défiler les collines, les pâturages, les vaches, les petites maisons de bord de route. On s'est arrêté une fois dans une station-service avec une buvette. Thierry m'a acheté un croque-monsieur et un petit café. « Mange, papa. » La route est longue. Le croque-monsieur était bon, mais je n'avais pas très faim. Mon cœur battait bizarrement depuis que j'étais monté dans la voiture. Ce n'était pas une douleur, c'était autre chose. On aurait dit un avertissement, tu vois, une mauvaise sensation. Mais j'ai enfoncé tout ça au fond de moi. On a repris la route. La départementale était vide. Il devait être environ 16 heures quand Thierry a dit « Patrice, arrête-toi ici une minute. » Patrice s'est rangé sur le bas-côté. Il n'y avait rien autour, que des collines et du silence. « Papa, le moteur fait un bruit bizarre. » Thierry a dit ça en se retournant pour me regarder. « Descends un peu, assieds-toi là-bas sur ce tronc. Je vais regarder dans le coffre pour voir si quelque chose s'est déplacé. » J'ai ouvert la portière et je suis descendu. Mes jambes tremblaient un peu. J'étais encore faible depuis l'opération du pacemaker. J'ai marché jusqu'au tronc qu'il avait montré, à environ 5 mètres de la voiture. Je me suis assis. Le soleil descendait déjà, et il y avait un vent frais qui décoiffait mes cheveux. Thierry a ouvert le coffre, a mis sa tête dedans, a bougé quelque chose. Patrice restait au volant, le moteur allumé. Je me suis installé sur le tronc. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé, « Tiens, je n'ai entendu aucun bruit dans ce moteur, moi. » Mais je n'ai rien dit. On ne se méfie pas de son fils, hein? Et puis Thierry a fermé le coffre.
Il a marché jusqu'à la portière passager, il est monté, et avant que je puisse ouvrir la bouche, avant que je puisse demander ce qui se passait, Patrice a accéléré. La voiture est partie en faisant crisser les pneus, soulevant la poussière. Je me suis levé d'un bond. « Hé, mon fils, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai crié. J'ai fait quelques pas vers la route. « Thierry !» La voiture s'en est allée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas ralenti, elle s'est juste éloignée, devenant de plus en plus petite, jusqu'à disparaître. Je suis resté là, debout, au milieu de nulle part, avec la poussière qui flottait encore dans l'air et le silence. Un silence si grand qu'il faisait mal aux oreilles. Je ne comprenais pas, ça ne rentrait pas dans ma tête. Je suis retourné au tronc et je me suis rassis. Il va revenir, j'ai pensé. C'est une blague. Il va revenir d'un moment à l'autre. Une demi-heure est passée, il n'est pas revenu. 1 heure, rien. Le soleil se couchait et le froid commençait à mordre. Je n'avais pas de veste, juste ma chemise. Je me frottais les bras en essayant de me réchauffer. J'ai regardé des 2 côtés de la route. Vide. Pas une voiture, personne, rien. J'ai commencé à marcher doucement sur le bas-côté, en levant bien les pieds pour ne pas trébucher sur les pierres, parce que le médecin m'avait dit de ne pas faire d'efforts. Et je pensais, pourquoi il m'a laissé ici? Il m'a oublié? Il s'est passé quelque chose? Je ne voulais toujours pas croire à la vérité. Je cherchais encore une explication qui tienne debout, parce qu'on ne veut pas croire qu'un fils est capable d'abandonner son propre père. On cherche toujours une autre issue, une autre raison. Mais là, il n'y avait pas d'autre raison. J'avais marché environ 2 kilomètres quand j'ai entendu le bruit d'un moteur venant de derrière. Je me suis retourné. C'était un gros camion, un de ceux qui transportent des primeurs. J'ai levé la main. Le camion s'est arrêté. Le chauffeur a baissé la vitre. C'était un homme costaud, barbe grisonnante, avec une casquette usée. « Qu'est-ce qui se passe, papy? Il vous est arrivé quoi? » « On m'a laissé ici, j'ai dit. » Ma voix est sortie bizarre, un peu cassée. « Comment ça, laissé? » « Mon fils. Il m'a emmené faire une balade, et il m'a abandonné. » L'homme m'a regardé avec une pitié que je n'oublierai jamais. « Montez, monsieur. Je vous emmène jusqu'au village. Il m'a aidé à monter dans la cabine. Là-dedans, ça sentait le tabac et le vieux café. Il a démarré. Vous vous appelez comment? Marcel. Moi, c'est Jean-Pierre. Restez tranquille, Marcel. On va comprendre tout ça. Mais moi, je savais déjà. Au fond de moi, je savais déjà. Jean-Pierre m'a emmené jusqu'à un petit bourg, à environ 20 kilomètres d'où j'étais resté. Il m'a déposé devant la gendarmerie. Vous allez vous en sortir, monsieur Marcel? Oui. Que Dieu vous le rende. Je suis entré. Il y avait un jeune gendarme assis derrière un bureau en train de regarder son téléphone. J'ai tout raconté. Il a froncé les sourcils. Votre fils vous a laissé au bord de la route? Oui. Vous avez son numéro? J'ai donné le numéro. Le gendarme a appelé. Personne n'a répondu. Il a essayé encore 2 fois. Rien. Vous avez un autre numéro, celui de chez vous? J'ai donné le numéro de la maison. Le gendarme a composé, ça a sonné 2 fois, et c'est tombé sur un message disant que le numéro n'était plus attribué. J'ai eu un frisson. Comment ça, plus attribué? Ce téléphone est à moi. Le gendarme m'a regardé sérieusement. Monsieur Marcel, vous vivez seul? Oui. Et vous avez quelqu'un d'autre que vous pouvez appeler? J'ai appelé Sylvie, ma fille. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Papa? Sa voix était bizarre, méfiante. Ma fille, il faut que tu viennes me chercher. Je suis dans un endroit dont je ne sais même pas où c'est exactement. Thierry m'a abandonné sur la route. Papa, Thierry a appelé hier soir. Il a dit que vous étiez confus depuis l'opération, que vous disiez des choses qui n'ont pas de sens. Quoi? Ma fille, je ne suis pas... Papa, s'il vous plaît, reposez-vous. On viendra vous voir quand on rentrera de La Rochelle. Là, je ne peux pas parler. Et elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main, figé, sans réaction. Le gendarme me fixait attendant. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne me croit pas, j'ai dit. Ma voix est sortie presque comme un filet. Ma propre fille ne me croit pas. Le gendarme a poussé un de ces soupirs de quelqu'un qui a déjà vu trop de misère humaine. Écoutez, monsieur Marcel, le mieux c'est que vous restiez ici cette nuit. Demain, on trouvera un moyen de vous ramener chez vous. J'ai juste hoché la tête.
Je n'avais plus de force pour rien d'autre. Ce matin-là, avant que je parte, Manon était venue dans ma chambre. Ma petite fille aînée, 19 ans. Elle est entrée sans frapper, les yeux rouges, gonflés d'avoir pleuré. « Papy, n'y va pas. »« Bah pourquoi, ma petite ? S'il te plaît, n'y va pas avec mon père. » Sa voix s'est brisée au milieu comme si elle s'était étranglée. Je me suis approché, je lui ai passé la main dans les cheveux, de cette façon douce qu'on a quand on essaie de calmer quelqu'un. « C'est juste une balade, Manon. »« Ça va me faire du bien. »« Non, papy, ce n'est pas... » Et là, Thierry a frappé à la porte. « Manon, laisse ton grand-père se préparer. » Elle m'a regardé avec un désespoir que je n'oublierai jamais. Elle a voulu dire quelque chose de plus, on voyait bien, mais elle s'est mordu la langue. Elle est sortie de la chambre. J'ai fini de m'habiller et je suis sorti aussi. Je n'ai pas fait attention. J'ai pensé que c'était exagéré. Les jeunes exagèrent, hein? Mais Manon savait. Elle a essayé de me sauver et je ne l'ai pas écoutée. Cette nuit-là, j'ai dormi sur une chaise à la gendarmerie avec une couverture que le gendarme m'avait trouvée. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Je suis resté à fixer le plafond, à ressasser. Pourquoi, Thierry? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est là que j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Les questions sur les objets de la maison, la procuration qu'il m'avait fait signer, le téléphone coupé, l'appel à Sylvie pour la préparer à ne pas me croire. Tout était préparé. Tout. Mon fils ne m'avait pas emmené en balade, il m'avait emmené pour se débarrasser de moi. Et pendant que j'étais là sur ce tronc à attendre qu'il revienne, lui, il était en train de vendre ma maison, de la vider, de m'effacer. Et j'y suis allé quand même. Malgré les larmes de Manon, malgré la boule dans la poitrine, j'y suis allé parce que je voulais croire qu'il m'aimait encore. Le lendemain, le gendarme a réussi à ce qu'un voisin me ramène en voiture jusqu'à Auxerre. Il était environ 11 heures du matin quand je suis arrivé devant ma maison, ou ce qui avait été ma maison. Le portail était fermé avec une chaîne et un cadenas. Je suis descendu de la voiture et je me suis approché doucement. J'ai frappé au portail. « Il y a quelqu'un ?» Silence. Et là, un voisin est sorti de la maison d'à côté. Monsieur Blanchard, qui habitait là depuis avant ma naissance. « Marcel, où est-ce que tu étais, bon sang ?»« Hier, le camion est venu. Ils ont tout emporté. » Je me suis accroché au portail pour ne pas tomber. Mes jambes ont flanché. « Le camion ?»« Oui, le camion. Ton fils était là avec des gars et un camion de déménagement. Ils ont vidé la maison, les meubles, les tableaux, tout. Je pensais que tu déménageais. » Je ne déménageais pas. On me volait à l'intérieur de ma propre maison avec ma propre signature. J'ai senti ma poitrine se serrer méchamment. Monsieur Blanchard m'a attrapé par le bras. « Viens, assieds-toi là. Je vais te chercher un verre d'eau. » Ma femme s'appelait Madeleine. Je l'ai rencontrée à une fête de village, dans un petit bourg où elle habitait. J'avais 21 ans, elle en avait 19. On a dansé toute la nuit. À la fin, elle m'a donné son adresse. « Si tu veux venir me voir, passe le dimanche. » Et j'y suis allé tous les dimanches pendant 6 mois jusqu'à la demander en mariage. On s'est mariés dans la petite église du village avec une robe que sa mère avait cousue. L'année suivante, Thierry est né. On était heureux. Pauvres, mais heureux. Je travaillais dans les garages des autres. Madeleine s'occupait du petit et le dimanche, on allait au bord de la rivière. Mais quand elle est tombée enceinte des jumelles, tout s'est compliqué. L'accouchement a été difficile, éprouvant. Les filles sont nées en bonne santé, Dieu merci. Mais Madeleine a commencé à perdre beaucoup de sang. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça n'a pas suffi. Elle est morte cette même nuit, avec ma main tenant la sienne. Je me suis retrouvé seul avec 3 enfants. Thierry avait 10 ans. Les jumelles étaient des nouveau-nés. Ma sœur, Geneviève, est venue m'aider les premières semaines, mais elle avait sa vie, sa famille. Elle ne pouvait pas rester pour toujours. Alors j'ai appris. J'ai appris à changer les couches en pleine nuit, à préparer les biberons, à dormir 3 heures par nuit. Le jour, j'étais mécanicien. La nuit, je devenais mère et père. Thierry m'aidait. Le pauvre petit, ce n'était qu'un gamin, mais il devait déjà être un homme. Il me passait la serviette quand je donnais le bain aux jumelles, il m'aidait à plier le linge, il venait avec moi au marché le samedi. « Papa, je t'aide », il disait. Et il aidait vraiment. On était une équipe. Je pensais,
Ce garçon va devenir un homme bien, il va prendre soin de ses sœurs. Et j'ai cru ça pendant des années, jusqu'à ce samedi sur la route. Quand Thierry a eu 12 ans, il a commencé à venir avec moi au garage le samedi. Je lui apprenais à faire la vidange, à vérifier les freins, à nettoyer les filtres. Il avait de bonnes mains, il apprenait vite. Un samedi, on réparait une vieille Peugeot d'un client qui revenait souvent. Thierry me passait les clés sans que je demande. Il savait laquelle il me fallait rien qu'en me regardant. « Tu as le don pour ça, fiston. » j'ai dit. Il a souri. « C'est parce que vous m'apprenez bien, papa. On a fini le travail vers midi. Je l'ai payé avec un beau billet, de ceux qui permettent de s'acheter quelques petites choses. Tiens, va t'acheter quelque chose. » Il est revenu avec 2 sandwichs bien garnis. Un pour vous, un pour moi. On les a mangés assis sur le trottoir devant le garage, les mains pleines de cambouis. Ce jour-là, j'ai pensé, quelle chance j'ai d'avoir un fils comme ça. Je me trompais tellement. La maison où j'habite, je l'ai héritée de mon père. Lui l'avait héritée de mon grand-père qui l'avait fait construire en 1920. Elle est grande, en pierre, avec un jardin à l'arrière et un portail avec des piliers de bois. À l'intérieur, il y a des choses que la famille a accumulées pendant des années. Dans la salle à manger, il y a une horloge comtoise que mon grand-père a rapportée d'un voyage. Dans le salon, 3 tableaux anciens de ceux d'époque achetés dans une vente aux enchères à Paris. Dans le bureau, une collection de vieilles cartes de l'époque où la France se réorganisait encore d'une façon ou d'une autre. Un collectionneur m'avait déjà offert une fortune pour ces cartes, il y a environ 5 ans. J'avais dit « Non, c'est de famille, ça ne se vend pas ». Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier, c'était une mémoire, c'était tout ce qui restait de ma famille. Et Thierry le savait, c'est pour ça qu'il la voulait. Le dimanche était sacré chez nous. Tous les dimanches, Thierry amenait ses enfants, Manon et Lucas. Ils arrivèrent vers midi. Je faisais un pot-au-feu bien préparé, avec des pommes de terre, des carottes et de la viande, exactement comme Madeleine le faisait. Je suivais sa recette comme si c'était une prière. Manon m'aidait à mettre la table. « Papy, je mets 4 assiettes ou 5 ?»« 5, ma petite. »« Une pour ton père, une pour ta mère, une pour ton frère, une pour toi et une pour moi. » Lucas restait au salon regardant les tableaux avec curiosité. « Papy, ça vient d'où ça ?»« De mon grand-père. Ça a presque 100 ans. On mangeait ensemble, on parlait, on riait. » Nathalie, la femme de Thierry, complimentait la cuisine. Beau-père, c'était vraiment délicieux. Je me sentais bien, je me sentais en famille, j'avais l'impression de compter pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, je sais que pendant que je remuais la marmite, eux, ils calculaient combien valait chaque chose. Il y a 2 mois, j'ai été opéré du cœur. J'ai un pacemaker depuis 5 ans et le générateur était usé. Il fallait le changer. Les médecins ont dit que ce n'était pas grave, mais à mon âge, tout devient un risque. La veille au soir, j'ai appelé mes enfants. Sylvie et Martine sont venues de La Rochelle. Elles ont pleuré. « Papa, tout va bien se passer. » Thierry est arrivé plus tard avec son air fatigué, fermé. « Restez tranquille, le vieux. Je m'occupe de tout pendant que vous êtes hospitalisé. On m'a opéré à 7 heures du matin. Quand je me suis réveillé, Thierry était là, assis sur une chaise. « Alors, comment vous allez ?»« Vivant, j'ai répondu. Il a même souri, mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je me demande ce qui lui passait par la tête. S'il a ressenti du soulagement parce que j'avais survécu, ou de la déception parce que je n'étais pas mort, et qu'il allait encore devoir attendre pour mettre la main sur la maison. Pendant ma convalescence, Thierry est resté chez moi. Pour m'occuper de vous, papa, vous ne pouvez pas rester seul. Nathalie venait faire la cuisine. Manon m'apportait le journal. Lucas me donnait mes médicaments. Tout semblait normal. Sauf que Thierry se promenait dans la maison comme quelqu'un qui inspecte. Il ouvrait les tiroirs, passait la main sur les tableaux, restait à fixer l'horloge, mesurant du regard. « Papa, elle vaut combien cette horloge ?»« Ah, je ne sais pas, fiston, elle est vieille. Et ces cartes dans le bureau. Elles sont anciennes, des pièces d'époque. » Il hochait la tête comme s'il prenait des notes dans sa tête. Je pensais que c'était de la curiosité, qu'il voulait connaître l'histoire de la famille, mais ce n'était pas ça. Il évaluait, il faisait l'inventaire. Il préparait le coup, et moi, imbécile, je racontais tout. Je disais combien ça valait, d'où ça venait, ce que ça signifiait. C'est moi-même qui lui donnais les outils pour me détruire. Un mardi, environ 2 semaines après l'opération,
Thierry est arrivé avec des papiers. « Papa, j'ai besoin que vous signiez ça. C'est quoi? Une procuration. Comme ça, s'il vous arrive quelque chose, je règle vos affaires sans complication. Payer les factures, faire des documents, ces choses-là. » Ma vue était déjà fatiguée, les lettres dansaient. « Je peux lire après? » « C'est long, papa. Et il n'y a rien de spécial, c'est juste pour faciliter la vie. » Il m'a mis un stylo dans la main. J'ai signé avec la main qui tremblait, encore faible. J'ai signé. Je n'ai pas lu. J'ai fait confiance. Et cette signature a été ma condamnation. Parce que cette procuration n'était pas pour me faciliter la vie. C'était pour prendre, pour vendre ma maison sans que je le sache, pour m'effacer de la carte. Et moi je lui ai donné en main propre le pouvoir de me détruire. Et en plus je l'ai remercié. 2 semaines plus tard, Thierry m'a proposé l'idée du voyage. On prenait un café au lait sur la véranda, un samedi après-midi. Il a parlé comme si c'était de la tendresse. « Papa, vous avez besoin de sortir, vous restez trop enfermé. »« Ah, je suis déjà vieux, mon fils. Je vais sortir pour aller où? Je vous emmène. » On va dans le Morvan, vers cet endroit que vous aimez bien, là, du côté de Château-Chinon. Vous prendrez l'air, vous mangerez quelque chose de bon, vous vous détendrez. L'idée m'a plu. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas vraiment parlé, qu'on n'avait pas vraiment passé du temps ensemble. Après l'opération, ça n'avait été que médecin, médicaments, lit. Mon fils me manquait. C'est quand? Samedi prochain. Vous préparez un petit sac et c'est bon. D'accord, c'est réglé. J'ai accepté parce que je voulais croire qu'il m'aimait encore, que je comptais encore, que la famille signifiait quelque chose. Mais pour lui, ça ne signifiait plus rien. J'étais juste un obstacle, un vieux qui lui barrait le chemin vers une maison pleine de choses précieuses. Papa, on restera toujours ensemble. Cette promesse, il me l'a faite plusieurs fois, quand il était enfant, quand il est devenu adolescent, quand il a eu ses enfants. Vous viendrez habiter avec nous quand vous serez plus vieux. On ne vous laissera jamais seul. Je m'accrochais à ces mots. Parce que quand on vieillit, quand le corps commence à lâcher et que les forces s'en vont, on a besoin de croire qu'il y aura quelqu'un, qu'on ne finira pas abandonné, qu'un fils honorera son père. Mais les promesses de Thierry n'étaient que de la fumée, des mots vides emportés par le vent sur cette route. Je croyais que c'était de l'amour. Les soins, les visites, la proposition du voyage. Je croyais que tout ça était de l'amour. Mais ce n'était pas ça. C'était un inventaire. C'était un fils qui calculait combien ça valait de se débarrasser de son propre père. Et quand les comptes étaient bons pour lui, il m'a arraché de sa vie. Et moi, imbécile jusqu'à la dernière minute, je suis monté dans cette voiture en pensant qu'on allait se retrouver. Ma sœur Geneviève est venue me voir un jeudi, environ 3 semaines avant le voyage. Elle est arrivée sans prévenir, avec un plat de cassoulet bien assaisonné qu'elle avait préparé. « Pour que tu arrêtes de vivre de pâtes, » elle a dit. « Le cassoulet, c'est du cassoulet, hein? De la vraie nourriture, de la nourriture qui tient au corps, qui vient du cœur. » On s'est assis dans la cuisine. Elle regardait dans tous les coins comme si elle cherchait quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, Geneviève? »« Marcel, il faut que je te dise quelque chose. » Elle s'est mordu la lèvre. « Ton fils fait des mesures dans la maison. » J'ai ri sans y croire. « Des mesures de quoi, voyons? Qu'est-ce que tu as vu? » La semaine dernière, je l'ai vu avec un type sur le trottoir, en train de montrer le portail, et l'autre notait tout dans un petit carnet. « Ça doit être pour une réparation, » j'ai dit. « Non, mon frère, ce n'est pas pour réparer quoi que ce soit. Ton fils a des yeux de vautour, je te le dis. » Je me suis mise en colère. « Ne parle pas comme ça de Thierry, c'est mon fils. » Geneviève a posé le plat sur la table avec force. « Bon, alors c'est ton problème. Mais après, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. On s'est disputé méchamment ce jour-là. » Geneviève s'est levée, a pris son sac. « Quand tu te rendras compte, ce sera trop tard. »« Ça suffit, Geneviève. Va-t'en alors, si c'est juste pour dire ces choses. J'y vais, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Elle est partie en claquant la porte. Elle n'est plus jamais revenue. Et moi, je suis resté là avec ma colère, pensant qu'elle exagérait, que c'était de la jalousie, qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Thierry. Parce que quand ils étaient petits, ils répondaient mal. C'est une vieille rancœur, j'ai pensé. Mais ce n'était pas de la rancœur, c'était la vérité. Et moi, au lieu d'écouter, j'ai chassé ma sœur de chez moi. J'ai pris sa défense. Parce qu'un père défend toujours son fils, même quand il a des doutes.
Même quand au fond de lui quelque chose l'avertit que quelque chose ne va pas. On choisit de croire en eux. Nathalie, la femme de Thierry, a commencé à venir plus souvent. Avant, elle ne venait que le dimanche avec la famille, mais après l'opération, elle passait aussi en semaine. « Beau-père, je vous ai apporté une petite soupe. Beau-père, vous avez besoin de quelque chose au supermarché? Trop attentionné. Trop gentille. » Un mercredi, elle est arrivée avec un hachis parmentier, bien préparé, un de ceux qui remplissent l'assiette et trompent la faim et la tristesse. Elle s'est assise avec moi pendant que je mangeais. « Beau-père, vous avez une si belle maison, tellement pleine d'histoires. Elle est vieille, mais je l'aime bien. Et ces tableaux, ce sont des vrais? Ils sont anciens d'époque. Ça doit valoir une fortune. » J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Je ne les ai jamais fait évaluer. Elle a souri, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Aujourd'hui, je comprends. Elle vérifiait. Elle confirmait si ce que Thierry avait dit était vrai, si la maison valait vraiment ce qu'il disait. Thierry a commencé avec des questions bizarres. Un dimanche, après le déjeuner, il est resté planté à fixer l'horloge comptoise de la salle à manger. « Papa, elle vaut combien cette horloge? Je n'en ai aucune idée, fiston, mais elle doit valoir quelque chose, non? Elle est ancienne, sûrement. » Il s'est approché, l'a prise, a passé la main dessus. Elle marche, elle marche. Il faut la remonter tous les 3 jours. Et si vous la vendiez, combien on vous en donnerait, vous pensez? J'ai ri, mal à l'aise. Je ne vais pas la vendre, Thierry. C'est de mon grand-père. Je sais, papa, c'est juste de la curiosité. 1 000 € plus? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à la vendre. Il a hoché la tête, mais il a continué à regarder comme quelqu'un qui voyait déjà le prix. Après, il est allé dans le bureau. Il est revenu avec une des vieilles cartes à la main. Et ça, c'est de 1800 et quelques, une carte ancienne de l'époque où la France se réorganisait encore. Ça vaut de l'argent? Oui, et pas qu'un peu. Combien? Ça commençait à m'agacer. Je ne sais pas, Thierry. C'est quoi tout cet intérêt? Rien, papa. Juste de la curiosité. Mais ce n'était pas de la curiosité. C'était un inventaire. Patrice, le beau-frère, a commencé à venir plus souvent aussi. Avant, je le voyais 1 fois par mois et encore. Après mon opération, c'était toutes les semaines. Je suis passé dire bonjour, monsieur Marcel. Toujours avec ce petit rire faux. Un samedi, il est venu avec Thierry. Les deux se sont promenés dans le jardin de derrière, mesurant du regard. « Papa, il fait combien de mètres ce jardin ?» Thierry a demandé. « Je ne sais pas, je n'ai jamais mesuré. Mais c'est grand, non ?»« Oui, ça se peut. » Patrice sifflotait, les mains dans les poches. « Belle propriété, monsieur Marcel, bien entretenue. Je l'entretiens, pardi. » Après, ils sont entrés dans la maison. Patrice regardait les poutres du plafond. Du beau bois, ça. On n'en trouve plus de pareil aujourd'hui. Je me contentais d'acquiescer, sans comprendre tant d'enthousiasme. Aujourd'hui, je sais. Il évaluait. Les deux évaluaient. Ils décidaient combien valait chaque morceau de ma vie. Manon était différente. Ma petite fille, qui avait toujours été joyeuse, collée à moi, était devenue silencieuse, marchant à petits pas dans la maison. Un dimanche, elle m'aidait à faire la vaisselle. « Papy, je peux te poser une question ?»« Oui, ma petite. » Elle est restée silencieuse, frottant une assiette avec l'éponge. « Tu fais confiance à mon père ?» Ça m'a pris par surprise. Bien sûr que je lui fais confiance. C'est mon fils. Et s'il... Elle s'est bloquée. S'il quoi? Elle a secoué la tête. Rien. Oublie. Manon, s'il y a quelque chose que tu dois me dire. Thierry est entré dans la cuisine. C'est quoi cette conversation secrète? Manon a lâché l'assiette, s'est essuyé les mains. Rien, papa. J'ai presque fini. Et elle est partie vite. Thierry m'a regardé durement. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien de spécial, j'ai menti. Mais Manon avait essayé de me prévenir. Et moi, encore une fois, je n'ai pas écouté. Parce qu'on ne veut pas voir les signes, quand ils viennent d'où on s'y attend le moins. Une nuit, Manon est entrée dans le bureau de Thierry, cherchant un stylo. La porte était ouverte. Elle a vu des papiers sur la table. Un contrat, un document écrit, une évaluation immobilière. Elle s'est approchée, elle a lu. Valeur estimée, 250 000 €. C'était l'adresse de ma maison. Elle a entendu des pas, elle a vite caché les papiers. Thierry est entré.
Qu'est-ce que tu fais là? Je cherchais un stylo. Ne touche pas à mes affaires. Et il l'a fait sortir de là. Cette nuit-là, Manon a raconté à Lucas. Papa prépare quelque chose avec la maison de papy. Ils sont restés éveillés à essayer de comprendre. 2 jours plus tard, Lucas a trouvé le téléphone de Thierry déverrouillé sur la table. Il a ouvert WhatsApp, il a vu un groupe plan maison, il a lu les messages, et il a eu un frisson. Je l'emmène en balade. Je le laisse quelque part bien loin. Lucas a fait une capture d'écran, l'a envoyée à Manon. Cette nuit-là, ils ont essayé de me parler, mais Thierry ne les laissait pas seuls avec moi. Il était toujours là. Il surveillait. Et il savait. S'il parlait trop tôt, le plan changerait, mais ne disparaîtrait pas. Il ferait juste autrement. Sylvie et Martine, mes filles, ont commencé à m'appeler moins souvent. Avant, elles m'appelaient 2 ou 3 fois par semaine depuis La Rochelle. Mais après l'opération, presque plus rien. 1 fois, et encore. Et toujours vite fait court, comme quelqu'un qui a hâte de raccrocher. « Papa, comment vous allez? »« Je vais bien, ma fille. Quand est-ce que vous venez me voir? »« Bientôt, papa. »« On est débordé de travail. Débordé au point de ne pas pouvoir venir voir votre père? »« Ce n'est pas ça, papa. C'est que Thierry dit que vous êtes stressé par les visites, que c'est mieux de vous laisser vous reposer. J'ai eu un frisson. Thierry vous a dit ça? » ?»« Oui. » Il a dit que le médecin avait recommandé que vous restiez tranquille. C'était un mensonge. Aucun médecin n'avait dit ça. Mais mes filles le croyaient, lui. Pas moi. Parce que Thierry préparait déjà le terrain. Il plantait déjà dans leur tête l'idée que j'étais confus, faible, à moitié gâteux, pour que quand il m'abandonnerait, elles ne me croient pas. Un mardi, il est arrivé avec les papiers. J'étais sur la véranda à prendre un peu de soleil. « Papa, j'ai besoin de votre signature ici. » « C'est quoi ce papier? » »« Une procuration pour que je puisse régler vos affaires s'il vous arrive quelque chose. » Il avait déjà dit ça avant, mais ce jour-là, il a apporté le document officiel. C'était environ 5 pages, petits caractères, de ceux qui ressemblent à des fourmis. J'ai cherché mes lunettes. Laisse-moi lire. C'est très technique, papa. Du jargon juridique. En gros, ça dit que s'il vous arrive quelque chose, je peux payer les factures, faire les papiers, ces choses-là. C'est pour votre bien. J'ai essayé de lire, mais les lettres dansaient. Ma vue n'aidait pas. Je vais demander à un avocat d'y jeter un œil. Thierry a fait la tête. Vous ne me faites pas confiance. Ce n'est pas ça, fiston. C'est que... Papa, c'est pour vous protéger. Si vous ne voulez pas signer, ne signez pas. Il a rangé les papiers, tout vexé. Je me suis senti coupable sur le coup. Non, Thierry, attends, je signe. Il m'a tendu un stylo bleu. J'ai posé les papiers sur la table de la véranda. J'ai essayé de lire une fois de plus, mais je ne comprenais rien. Je signe où? Là, en bas, à la fin de chaque page. J'ai signé 1, 2, 3, 4, 5 fois. La main qui tremble, encore faible de l'opération. Marcel Dessigny. Ma signature avait l'air d'être celle de quelqu'un d'autre. On aurait dit la signature d'un vieux, et c'en était une. Thierry a pris les papiers, les a rangés dans une pochette. « Voilà, papa. »« Merci. Tu avais besoin de ça pourquoi, mon fils? »« Je vous l'ai déjà dit. »« C'est par précaution, au cas où il vous arrive quelque chose. »« Mais qu'est-ce qui va m'arriver? »« Rien, papa. Espérons que rien. Mais à votre âge, on ne sait jamais. » Et il est parti. Je suis resté là avec le stylo à la main, quelque chose de bizarre au creux de l'estomac, quelque chose sans nom. Mais j'ai avalé ça, comme j'ai avalé le reste. Parce que personne ne veut croire que son propre fils est en train de le trahir, même avec tous les signes qui lui crient à la figure. 2 jours plus tard, Thierry est revenu, cette fois avec Patrice. « Papa, vous vous souvenez que j'ai parlé du voyage? »« Je me souviens. C'est bon pour samedi? »« Oui, d'accord. C'est réglé. On part tôt, vers 7 heures du matin. Prenez peu d'affaires, juste le nécessaire. On reste combien de jours? Je ne sais pas, 2, 3. Ça dépend de comment vous vous sentez. » Patrice était au salon, en train de regarder les tableaux encore une fois. « Monsieur Marcel, vous n'avez jamais pensé à vendre tout ça? »« Non, pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent, vous savez. J'ai un ami qui achète des antiquités. Si vous voulez, je vous donne son contact. Je ne veux rien vendre. » Patrice a haussé les épaules. « Comme vous voulez.
Mais la question avait déjà été posée, le message avait déjà été envoyé. Ils savaient déjà combien tout valait. Et moi, je venais de leur donner légalement le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient. J'ai signé ma propre condamnation avec ma main qui tremble. C'est ce que j'ai fait. J'ai remis la clé de ma vie. J'ai donné l'autorisation de me démolir de l'intérieur, de m'arracher à tout. Et en plus, j'ai remercié. Merci de prendre soin de moi, fiston. Merci de te faire du souci. J'ai été un imbécile. Les signes étaient tous là. Geneviève qui m'avait prévenu. Nathalie trop gentille, qui posait trop de questions. Thierry qui mesurait chaque objet du regard. Patrice qui débarquait de nulle part. Manon qui essayait de parler. Mes filles qui appelèrent de moins en moins. La procuration. Tout s'emboîtait. Tout était lié. Tout faisait partie du plan. Mais je n'ai pas voulu voir. Parce que voir, c'était accepter que mon fils me trahissait. Et ça faisait plus mal que tout le reste. Alors j'ai continué. J'ai préparé le sac de voyage, je me suis rasé, j'ai mis des vêtements propres de côté, et j'ai attendu le samedi. Comme un bœuf qui va dans le couloir sans savoir ce qu'il y a au bout. Le samedi s'est levé beau, ciel dégagé, soleil doux. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai pris une douche, je me suis habillé avec le pantalon gris et la chemise à carreaux. J'ai mis les médicaments dans un petit sac en tissu, j'ai mis 2 changes de vêtements dans un vieux sac à dos. À 7 heures, on a frappé au portail. C'était Thierry. « Prêt, papa ?»« Prêt. » Je suis sorti. Au portail, il y avait tout le monde. Nathalie avec les yeux rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Manon et Lucas silencieux, sérieux, tendus. Même Patrice était là, appuyé contre la voiture blanche. « Tiens, qu'est-ce que tout le monde fait là ?» J'ai demandé. « On est venu vous dire au revoir, beau-père, » a dit Nathalie. Elle s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. Trop fort. J'ai senti des larmes mouiller mon épaule. « Prenez soin de vous, beau-père. Prenez bien soin de vous. » J'ai trouvé ça bizarre. C'était juste un voyage de 2 jours. Pourquoi elle pleurait comme ça? Mais je n'ai rien dit. On ne remet pas en question les émotions des autres comme ça, en face. Thierry a parlé fort, comme s'il voulait que toute la rue entende. Mon père est tout content de cette balade, hein, le vieux. J'ai hoché la tête, gêné. Monsieur Blanchard, le voisin, était là en train d'arroser ses plantes. « Tu pars en balade, Marcel ?»« Oui, quelques jours dans le Morvan. »« C'est bien. Bon voyage. » Madame Perrin de la maison d'en face est aussi apparue à son portail. « Monsieur Marcel, bon voyage. » Tout le monde me regardait, tout le monde souriait. Et moi, je ressentais quelque chose de bizarre, comme si j'étais dans une pièce de théâtre et que je ne connaissais pas mon texte. Nathalie continuait de pleurer. Manon avait les yeux pleins d'eau, mais elle restait silencieuse. Lucas regardait par terre. « Bon, ça suffit. On y va, » Thierry a dit. Il m'a pris par le bras, m'a conduit jusqu'à la voiture, a ouvert la portière arrière. « Montez, papa, je suis monté. » Nathalie m'a fait un bisou sur la joue. « Je vous aime bien, vous savez, beau-père. »« Moi aussi, je t'aime bien, Nathalie. » La portière s'est fermée. La voiture est partie. Et c'était la dernière fois que je voyais ma maison avec le portail ouvert. Dans la voiture, Patrice conduisait, Thierry à l'avant, moi à l'arrière. Patrice a mis de la musique, de vieilles chansons françaises, celles que j'aime bien. Thierry était sur son téléphone, à pianoter sans arrêt. Les 20 premières minutes, personne n'a rien dit. Je regardais juste par la fenêtre, voyant la ville rester derrière. On est passé par le centre, on est passé par la place où Madeleine et moi on s'asseyait le dimanche, on est passé par le marché où j'achetais la viande, on est passé par l'église où je me suis marié. Papa, vous vous souvenez quand vous m'emmeniez à la place quand j'étais petit? Thierry a demandé sans même lever les yeux de son téléphone. Je me souviens. Vous avez été un bon père. J'ai essayé. Il n'a plus rien dit. Il a continué sur son téléphone. Et moi, je suis resté à ressasser ce mot. Avez été. Au passé. Comme si j'étais déjà devenu un souvenir. Comme si ce temps-là était fini. On a pris la route en sortant d'Auxerre. Peu de circulation. Patrice roulait tranquillement, sifflotant avec la musique. Et moi, je sentais mon cœur battre bizarrement. Ce n'était pas une douleur, c'était de l'inquiétude. « C'est encore loin ?» j'ai demandé. « Encore un peu, papa. » Du calme. Thierry s'est retourné. « Vous vous sentez bien ?»
Le cœur, ça va? Ça va. Vous avez pris vos médicaments? Oui. Parfait. Et il était retourné à son téléphone, à taper, des messages qui arrivaient. Patrice a regardé du coin de l'œil vers lui. Tout est bon? Oui. Je suis juste en train de coordonner des trucs. Coordonner quoi? J'ai demandé. Rien, papa, des trucs du boulot. Mais ce ton-là ne passait pas, ça ne collait pas. On a continué. Le paysage changeait. Moins de maisons, plus de nature, de pâturage, de vaches, de collines, de clôtures. Le ciel qui devient immense et moi qui deviens tout petit. On s'est arrêté dans un endroit au bord de la route pour manger quelque chose, à peu près à mi-chemin. Patrice s'est garé. On mange vite fait. On est descendu. C'était un endroit simple, avec 3 tables en plastique sur le trottoir. Une femme servait au comptoir. Vous prenez quoi? 3 croque-monsieur, a dit Thierry. Et à boire, 3 coca. Je n'avais même pas commandé. Il a commandé pour moi. Comme si je n'avais pas de bouche. Comme si j'étais un enfant. On s'est assis, le croque-monsieur est arrivé. Thierry en a poussé un vers moi. Mangez, papa. Merci. J'ai pris, j'ai mordu. C'était bon. Mais je n'avais pas faim. Thierry et Patrice parlèrent de foot, du match de la veille. J'essayais de suivre, mais sans comprendre de quelle équipe il s'agissait. C'était l'OM, je sais pas, j'ai lancé au hasard. Patrice a ri. Non, monsieur Marcel, c'était une autre. Je me suis senti bête. Thierry m'a regardé avec un petit sourire de travers. Papa, l'OM, ce n'était pas ce match-là. Ah bon? Je me suis tu et j'ai continué à manger mon croque-monsieur, sentant la chaleur monter au visage. Cette honte bête. Et une peur sans nom qui s'installait en moi. Patrice a ri encore. Ce n'était pas un rire méchant, non, mais ça faisait mal quand même. Thierry a fait un sourire tordu. Le vieux ne comprend plus rien au foot. Il a dit ça comme si c'était une blague, mais je l'ai ressenti comme un coup de couteau. Je comprends, j'ai dit tout bas. Ah, papa, c'était pour rire. Mais ce n'était pas pour rire. C'était sa façon de me rappeler que j'étais vieux, que j'étais dépassé, que je ne servais plus à rien. On a fini de manger en silence. Thierry a payé. Je paye, j'ai dit en sortant mon portefeuille. Non, papa, gardez votre argent. Mais je peux... Gardez votre argent. Je vous l'ai déjà dit. Son ton était dur, sec. J'ai rangé le portefeuille. Je me suis senti inutile, comme si je ne pouvais même pas payer un casse-croûte. On est retourné à la voiture et on a repris la route. Et ce nœud dans l'estomac n'a fait que grossir, grossir, comme s'il avait une vie propre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas encore quoi. Une demi-heure plus tard, j'ai demandé encore. C'est encore loin? Non, papa. On arrive bientôt. Mais le paysage ne changeait pas. C'était la route, les collines, rien de plus. On va où exactement? Dans un endroit tranquille que je connais. Vous allez aimer. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je n'aimais rien du tout. Patrice a regardé dans le rétroviseur. Et ce cœur, monsieur Marcel, ça va? Ça va. Vous n'avez pas mal? Non. Tant mieux, parce qu'ici, il n'y a pas d'hôpital à proximité. Cette phrase a tourné dans ma tête. Comment ça, pas d'hôpital à proximité? C'est la campagne, papa. Le fin fond du Morvan. C'est pour ça que c'est bien. C'est calme. Mais moi, je ne voulais pas du calme. Je voulais ma maison. J'ai commencé à sentir, avec une clarté glacée, que ce voyage n'était pas ce que j'avais compris, que j'avais fait une erreur, sauf qu'on était déjà loin. Et je sentais qu'il n'y avait plus de retour possible. Patrice a quitté la route principale, a pris un chemin de terre. La voiture a commencé à sauter dans les trous. « C'est bien par là ?» Thierry a demandé. « Oui, c'est bientôt. »« Bientôt pourquoi ?» J'ai demandé. « Pour arriver, papa. » Mais il n'y avait rien. Que de la terre, des pierres et des broussailles sèches. Le chemin devenait de plus en plus étroit. La voiture soulevait de la poussière. Je m'accrochais à la ceinture, sentant chaque secousse. Mon cœur a commencé à s'emballer. « Fiston, je crois que je veux rentrer. Rentrer pourquoi, papa? Je ne me sens pas bien. On y est presque. Tenez encore un peu. » Mais on continuait. 5 minutes. 10. Rien. Que du vide. « Thierry, arrête la voiture. Je veux rentrer. » « Du calme, papa. On y est presque. Arrête cette voiture. » Thierry s'est retourné pour me regarder, sérieux. « Papa, calmez-vous.
Ça va faire du mal à votre cœur. » Mais je n'arrivais plus à me calmer, parce que je savais déjà, au fond de moi. Je savais déjà. La voiture s'est arrêtée, au milieu de nulle part. Patrice a coupé le moteur, silence total, juste le vent qui soufflait dans les broussailles sèches. « Pourquoi on s'est arrêtés ici ?» j'ai demandé. Thierry a ouvert sa portière. Le moteur fait un bruit bizarre. « Descendez 1 minute, papa. Asseyez-vous là-bas sur ce tronc pendant que je regarde. » Et il a montré un vieux tronc jeté au bord du chemin. J'ai ouvert la portière, la main qui tremble. Je suis descendu. Les jambes me portaient à peine. J'ai marché jusqu'au tronc et je me suis assis. Le soleil descendait, le ciel virait à l'orange, puis au rouge sombre. Le froid commençait à serrer. Et là, assis sur ce tronc, au milieu de nulle part, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas un voyage, c'était un adieu. C'était mon fils qui disait sans le dire « Je n'ai plus besoin de toi, tu es fini ». Et à cet instant, avec le vent glacé qui me frappait le visage et le cœur qui s'emballait, j'ai compris aussi que tout avait été un mensonge. Chaque « je t'aime, papa », chaque embrassade, chaque promesse. C'était du théâtre. Pour lui, j'avais cessé d'être une personne. J'étais un obstacle, un vieux entre lui et une maison pleine d'argent, et j'étais là à attendre ce que je savais déjà qui allait arriver. Parce qu'on peut nier la vérité longtemps, mais il arrive un moment où elle te frappe en pleine figure avec une telle force qu'on ne peut plus faire semblant. Et ce moment, c'était le mien. Ce tronc, cette route déserte, ce soleil qui s'en allait. Là, s'achevait la vie que je connaissais, et c'était mon fils qui tenait la lame. Thierry est allé jusqu'au coffre, là ouvert. Je l'observais de là, les mains sur les genoux, essayant de contrôler les tremblements. Il a mis la tête dedans, comme s'il cherchait quelque chose. Il a bougé des choses, il a fermé le coffre. Ensuite, il a marché jusqu'à la portière passager, là ouverte, et il est monté. Et moi, je suis resté là, à attendre qu'il dise « C'est bon, papa, fausse alerte, remontez ». Mais il n'a pas dit, il n'a rien dit. Patrice était au volant avec le moteur allumé. Il ne l'avait même pas vraiment coupé. Et ça aurait dû me crier que c'était un piège. Ça aurait dû être le signal. Mais je voulais encore croire. J'espérais encore que mon fils n'en soit pas capable. Mais il l'était. Et il l'a fait. « Fiston », j'ai appelé depuis le tronc. Ma voix est sortie faible, vieille. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Thierry a fermé la portière, mis sa ceinture. Il ne m'a pas regardé. « Thierry, tout va bien ?» Le moteur a rugi. Patrice a passé une vitesse et la voiture a commencé à avancer. Doucement au début. Je me suis levé du tronc. « Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas ?» La voiture a accéléré. « Thierry !» j'ai crié. J'ai essayé de courir derrière, les jambes qui tremblaient. « Attends, ne me laisse pas là !» Mais la voiture continuait. Elle a accéléré encore. J'ai encore essayé de courir. J'ai fait 3-4 mètres, mais ça n'allait pas. Les jambes ne répondaient plus. Le cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je me suis arrêté. Je me suis plié en deux. Je me suis tenu la poitrine. « Fiston !» J'ai crié avec le reste de force que j'avais. « Reviens !» Mais la voiture était déjà loin, soulevant un nuage de poussière qui piquait les yeux. Je suis resté là, au milieu du chemin de terre, avec la poussière qui flottait encore dans l'air, les pieds enfoncés dans la terre sèche, les mains tendues en avant, comme si je pouvais encore attraper la voiture. Même si elle n'était plus là, le bruit du moteur s'est éloigné, de plus en plus loin, jusqu'à devenir rien, que du silence, un silence si grand qu'il faisait mal aux oreilles. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien. Ni maison, ni poteau, ni personne, que des champs vides, des collines au loin, et le ciel qui s'assombrissait. Le soleil avait presque disparu. Bientôt, ce serait la nuit. Et j'étais seul, complètement seul, avec ma chemise à carreaux que j'avais mise le matin, sans veste, sans nourriture, sans eau, sans rien. Je suis retourné au tronc. Je me suis rassis. Les jambes tremblaient tellement que je n'arrivais pas à rester debout correctement. J'ai porté les mains au visage. J'ai pris une grande inspiration. 1 fois, 2, 3, en essayant de calmer le cœur, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il va revenir. J'ai pensé ça. C'est une blague, un test. Il va revenir d'un moment à l'autre.
Parce qu'on n'arrive pas à accepter qu'un fils abandonne son père comme ça. La tête commence à inventer des explications, des excuses, n'importe quoi, sauf la vérité. Je suis resté à regarder le chemin vide. J'ai attendu 5 minutes, 10, rien. Juste le vent qui soufflait, soulevant la poussière, agitant les broussailles sèches, et le froid qui commençait à rentrer, qui rentrait par la chemise, par le pantalon, qui glaçait jusqu'aux os. J'ai sorti de ma poche le petit sac avec les médicaments. J'ai ouvert. Là-dedans, il y avait le médicament pour le cœur, celui que je devais prendre 2 fois par jour. J'ai regardé l'heure à ma montre. 16h30. Je devais prendre un comprimé à 18h. Sauf que je n'avais pas d'eau. Comment j'allais avaler ça sans eau? J'ai refermé le sac et je l'ai rangé. Après, j'ai sorti mon portefeuille. Il y avait là environ 200 €. Et à quoi ça servait dans cet endroit? Il n'y avait rien à acheter, nulle part où dépenser. Rien. J'ai rangé le portefeuille et je suis resté à regarder le chemin. À attendre. Encore à attendre. Parce que l'esprit, quand il ne veut pas accepter, s'accroche à n'importe quoi, même à ce qui est ridicule. Et moi je m'accrochais à l'espoir que mon fils ne soit pas un monstre, même si lui, il avait déjà montré qu'il l'était. Une demi-heure est passée. Le soleil a complètement disparu. Le ciel est devenu violet, puis bleu foncé. Les premières étoiles ont commencé à apparaître. Et moi, là, assis sur ce tronc, fixant la route vide, jusqu'à ce que finalement je pense, il ne va pas revenir. Et la vérité m'a frappé en pleine figure comme une gifle. Il ne va pas revenir. Il m'a laissé ici pour que je meure. Et c'était peut-être ça l'idée, justement. Me laisser au milieu de nulle part, sans nourriture, sans eau, avec le cœur fragile, et attendre que la nuit fasse le travail. Le froid, l'obscurité, la peur finiraient ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire de ses propres mains. Et comme ça, personne ne pourrait le blâmer. Mon père s'est perdu pendant un voyage, il dirait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on le croirait. Parce que personne ne veut croire qu'un fils est capable de tuer son père. Même pas comme ça, de cette façon lâche. Je me suis levé du tronc, parce que je ne supportais plus de rester assis. Il fallait que je bouge. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai commencé à marcher sur le chemin de terre, dans la direction d'où on était venu. Lentement parce que les jambes pesaient et le cœur battait bizarrement. J'ai fait 100 mètres, 200. Ça semblait ne jamais finir. Tout pareil. Terre, pierre, broussailles sèches. Il n'y avait pas de panneaux, pas de maison, pas de repères. Je pouvais marcher en rond sans même m'en rendre compte. Je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. L'air glacé a brûlé la poitrine de l'intérieur. Et maintenant, je fais quoi? J'ai pensé. Je continue à marcher, je retourne au tronc. Je ne savais pas. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil. Je n'avais jamais été aussi seul, aussi perdu, aussi trahi. Je me suis assis par terre, là, au milieu du chemin. Et pour la première fois de toute la journée, j'ai eu envie de pleurer. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les larmes n'allaient rien changer. Peut-être parce que l'orgueil pesait encore plus que la douleur. Ou peut-être parce que je savais, au fond de moi, que pleurer allait dépenser de l'énergie dont j'avais besoin pour survivre. Je suis resté assis à regarder les étoiles qui devenaient de plus en plus nettes. Tant d'étoiles, des milliers, des millions. Et moi, si petit, un vieux abandonné au milieu de nulle part, sans maison, sans famille, sans rien. Madeleine me disait toujours « Marcel, tu es fort, plus fort que tu ne le penses. » Et je la croyais. Mais cette nuit-là, assis sur ce chemin de terre, avec le froid qui me rongeait les os, je ne me suis pas senti fort. Je me suis senti brisé, broyé. Comme si mon fils avait pris ma vie et l'avait jetée à la poubelle, parce que c'est ce qu'il avait fait. Il m'a jeté. Et là, j'ai entendu un bruit au loin, un moteur. Je me suis levé d'un bond. Il est revenu, j'ai pensé. Thierry est revenu. J'ai regardé le chemin et j'ai vu de la lumière qui approchait. Mon cœur s'est emballé, cette fois d'espoir. Je le savais. Je savais qu'il allait revenir. Je savais qu'il n'en était pas capable. Les lumières se sont rapprochées. J'ai levé les bras, j'ai fait signe. Le véhicule a freiné. Mais ce n'était pas la voiture blanche de Patrice. C'était un gros camion, un de ceux qui transportent des primeurs. La portière s'est ouverte et un homme costaud en est descendu.
barbe grisonnante, casquette usée. « Qu'est-ce que vous faites là, papy? Il vous est arrivé quoi? On m'a laissé ici, j'ai dit. Ma voix est sortie bizarre, comme si ce n'était pas la mienne. Comment ça, laissé? Mon fils. Il m'a emmené faire une balade et il m'a abandonné. L'homme m'a regardé avec une pitié douloureuse, celle qu'on a pour un animal abandonné dans la rue. Montez, monsieur. Je vous emmène jusqu'au village le plus proche. Il m'a aidé à monter dans la cabine. Là-dedans, ça sentait le tabac et le vieux café. Et accroché au rétroviseur, il y avait une petite Sainte Vierge qui se balançait. L'homme a démarré le camion. Vous vous appelez comment? Marcel. Moi, c'est Jean-Pierre. Restez tranquille, Marcel. On va comprendre tout ça. Mais moi, je savais déjà, je savais très bien. Jean-Pierre m'a conduit jusqu'à un petit bourg, à environ 20 kilomètres d'où j'étais resté. Il m'a déposé devant la gendarmerie. Vous allez vous en sortir, monsieur Marcel? Oui, que Dieu vous le rende. Je suis descendu et je suis entré. Il y avait un jeune gendarme derrière un bureau, en train de boire un café. J'ai tout raconté. Il m'a regardé d'abord avec méfiance, puis avec pitié. Il a appelé le numéro de Thierry. Personne n'a répondu. Il a appelé le numéro de ma maison. Un message a dit que le numéro n'était plus attribué. Et là, à l'intérieur de cet endroit glacial, avec un gendarme qui ne me connaissait pas et qui me fixait comme si j'étais fou, j'ai compris l'ampleur du désastre. Ce n'est pas juste qu'on m'avait abandonné, c'est qu'on m'avait effacé. Et moi, imbécile, je suis resté à attendre qu'il revienne, comme quelqu'un qui attend son maître. Comme un chien qui attend celui qui ne revient pas. Parce que personne n'accepte qu'un fils haïsse son père, même avec l'épreuve sous le nez, même en l'entendant de sa propre bouche. On continue d'attendre. Comme moi j'ai attendu sur ce tronc, sur cette route. Dans cette nuit froide qui a failli m'emporter, le gendarme m'a prêté une vieille couverture qui sentait le moisi. Je me suis assis sur une chaise en plastique, là, à la gendarmerie, et j'ai tiré la couverture sur mes épaules. Je tremblais. Ce n'était pas que le froid, je tremblais de colère, de peur, de douleur. L'horloge au mur indiquait 21 heures. Ça faisait 5 heures que Thierry m'avait laissé sur cette route. 5 heures qui semblaient 50 ans. Le gendarme m'a apporté un thé chaud dans un gobelet en plastique. « Tenez, monsieur Marcel, c'est chaud. » Je l'ai pris avec mes 2 mains. La chaleur brûlait les paumes, mais je n'ai pas lâché. J'avais besoin de sentir quelque chose, n'importe quoi. J'ai bu une gorgée. C'était trop sucré, écœurant. Mais je l'ai bu quand même. Le gendarme s'est assis à son bureau. « Vous avez un autre numéro? Quelqu'un qui peut venir vous chercher ?» J'ai pensé. Ma sœur, Geneviève. Et j'ai donné le numéro. Le gendarme a appelé. Ça a sonné 4 fois, on a décroché. « Allô ?» La voix de Geneviève était fatiguée. « Bonsoir, madame. Ici le gendarme de service au poste de Paligny. J'ai ici votre frère, Marcel Dessigny. » Silence. Puis, « Marcel, qu'est-ce qui s'est passé? Il peut vous expliquer, je vous le passe. » Le gendarme m'a tendu le téléphone. « Geneviève. »« Marcel, qu'est-ce que tu as encore fait ?» Son ton était dur. « Rien, ma sœur, je n'ai rien fait. C'est Thierry, il m'a abandonné sur la route. » Un autre silence, plus long. « Et maintenant, tu m'appelles? Après m'avoir mise dehors pour le défendre, lui? » Geneviève. « Pour l'amour de Dieu, j'ai besoin d'aide. »« Non, Marcel, non. Je t'avais dit ce qui allait arriver. Je te l'ai dit en face et tu m'as traité d'exagéré. Tu m'as traité comme si j'étais folle. Débrouille-toi. » Et elle a raccroché. Le téléphone est resté à faire ce bip vide. Et moi, là, avec l'appareil à la main. Ma propre sœur m'avait raccroché au nez. J'ai rendu le téléphone au gendarme. Elle ne vient pas. Vous avez quelqu'un d'autre? J'ai pensé à mes filles, à Sylvie et Martine. Mais Thierry leur avait déjà mis dans la tête que j'étais confus. S'il leur avait menti, s'il avait préparé le terrain, est-ce qu'elles allèrent me croire? Je ne savais pas. Mais je devais essayer. Mes filles. Sylvie habite à La Rochelle. J'ai donné le numéro. Le gendarme a appelé. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Allô ?» La voix de Sylvie m'a brisé de l'intérieur. Ça faisait 2 semaines que je ne lui avais pas parlé correctement. « Sylvie, c'est moi, ton père. Papa, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? » « Non, ma fille. Je ne vais pas bien. »
Papa, Thierry a appelé hier. Il a dit que vous alliez faire une balade avec lui. Vous êtes où? Dans une gendarmerie, dans un endroit dont je ne sais même pas bien où c'est. Thierry m'a abandonné sur la route. De l'autre côté, le silence. Puis, un soupir. Papa, Thierry nous a dit autre chose aussi. Quoi donc? Que depuis l'opération vous êtes confus, que vous dites des choses qui ne sont pas vraies, que vous oubliez où vous mettez les choses, que vous inventez des histoires. J'ai senti ma poitrine se serrer. C'est un mensonge, Sylvie, je vais bien, je suis lucide. Ton frère a vendu la maison et il m'a abandonné. Papa, s'il vous plaît, ne recommencez pas avec ça. Recommencer? Je te dis ça pour la première fois. Non, papa. La semaine dernière, vous avez appelé en disant que Thierry voulait vous voler. Et la semaine d'avant, vous avez dit qu'il y avait des gens qui entrèrent dans la maison. Je n'avais jamais dit ça. Jamais. Sylvie, je n'ai jamais dit ça. Thierry vous ment. Papa, ça suffit, s'il vous plaît. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Demain, on en reparle. Sylvie, écoute-moi. Demain, papa. Je vous aime. Et elle a raccroché. Ma propre fille m'a raccroché au nez. Je suis resté là, assis, avec le gobelet déjà froid à la main, fixant le mur de la gendarmerie. Il y avait une affiche de sécurité routière, un vieux calendrier en retard, une photo du président sur le mur. Tout semblait flou. Ou peut-être, c'était juste mes yeux pleins d'eau. Sauf que je ne voulais pas les laisser couler. Le gendarme s'est raclé la gorge. « Monsieur Marcel, le mieux c'est que vous dormiez ici cette nuit. Demain, on verra comment faire pour vous ramener chez vous ou dans un centre d'hébergement. » Je n'ai pas besoin de centre d'hébergement, j'ai dit, la voix brisée. J'ai besoin que quelqu'un me croie. Le gendarme m'a regardé avec pitié. Ce regard qu'on donne aux ivrognes, aux fous, aux gens qui sont déconnectés de la réalité. Reposez-vous, monsieur Marcel. Demain, tout paraîtra plus clair. Mais je savais que non, demain serait pire, parce que Thierry avait tout planifié minutieusement, chaque détail, chaque mensonge. Et moi, j'étais pris dans son filet. J'ai essayé de dormir sur cette chaise, mais je n'ai pas réussi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la voiture qui s'en allait. Je voyais les feux arrière disparaître dans la poussière, et j'entendais la voix de Thierry. « Vous ne servez plus à rien, papa. » Ça tournait dans ma tête comme un disque rayé. Une fois, une autre. Encore. 2 heures du matin, le gendarme m'a apporté un sandwich au jambon fromage. « Mangez quelque chose, monsieur Marcel. » Je n'avais pas faim, mais j'ai pris. J'ai mordu dedans. Le pain était sec. Le jambon semblait sans goût. Mais j'ai mâché lentement, en me forçant à avaler. Parce que si je ne mangeais pas, j'allais m'écrouler. Et si je m'écroulais, on m'emmènerait à l'hôpital. Et à l'hôpital, on me poserait des questions. Et personne ne me croirait. Personne. Parce que mon fils avait fait un travail parfait. 5 heures du matin, le gendarme m'a réveillé. Je m'étais assoupi sans m'en rendre compte. « Monsieur Marcel, j'ai trouvé un ami pour vous ramener jusqu'à Auxerre. Il part dans une demi-heure. » Je me suis frotté les yeux. Le corps me faisait mal de partout, le dos, les jambes, le cou. Le cœur battait lentement, fatigué. « Saucerre, c'est bien chez vous, non? C'est là que vous habitez. » J'ai fait oui de la tête, même sans savoir si j'avais encore une maison. Je me suis levé. Les jambes tremblaient. Le gendarme m'a aidé à sortir. Dehors, il y avait une vieille voiture, une Renault grise avec un homme maigre qui fumait appuyé contre la portière. « C'est monsieur Marcel. C'est lui que vous allez emmener. » L'homme m'a regardé de haut en bas. « Montez, monsieur Marcel. » Je suis monté. La voiture sentait la cigarette et l'huile de moteur. On est parti. Et moi, regardant par la fenêtre, voyant le jour se lever sur les collines, pensant « c'est peut-être mon dernier jour ». On est arrivé à Auxerre vers 7 heures du matin. L'homme m'a déposé au coin de la rue. « Vous pouvez vous débrouiller tout seul à partir d'ici. »« Oui. »« Merci. » Je suis descendu et j'ai marché lentement sur le trottoir. Mon cœur battait fort. Ce n'était pas de la fatigue, c'était de la peur. Peur de ce que j'allais trouver. Je suis arrivé devant le portail et j'ai vu les chaînes. Une grosse chaîne, un énorme cadenas en travers du portail. Je me suis approché et j'ai touché, froid, réel. Ce n'était pas un cauchemar, c'était vrai. « Il y a quelqu'un ?» J'ai crié
Il y a quelqu'un là-dedans? Silence. J'ai frappé au portail. Le métal a fait un son creux, vide. Et là, Monsieur Blanchard est sorti de chez lui à côté. « Marcel, où est-ce que tu étais, bon sang? Hier, le camion est venu. » Ils ont tout emporté. Ça m'est tombé dessus comme une pierre, quoi. Le camion. Le camion, oui. Ton fils était là avec des gars et un camion de déménagement. Ils ont vidé la maison, les meubles, les cartons, tout. Je pensais que tu déménageais. Je ne déménageais pas, on me volait à l'intérieur de ma propre maison, avec ma propre signature. J'ai senti ma poitrine se serrer méchamment. Monsieur Blanchard m'a attrapé par le bras. « Viens, assieds-toi là, je vais te chercher un verre d'eau. » Ma femme s'appelait Madeleine. Je l'ai rencontrée à une fête de village, dans un petit bourg où elle habitait. J'avais 21 ans, elle en avait 19. On a dansé toute la nuit. À la fin, elle m'a donné son adresse. « Si tu veux venir me voir, passe le dimanche. » Et j'y suis allé. Tous les dimanches pendant 6 mois, jusqu'à la demander en mariage. On s'est mariés dans la petite église du village avec une robe que sa mère avait cousue. L'année suivante, Thierry est né. On était heureux. Pauvre, mais heureux. Je travaillais dans les garages des autres. Madeleine s'occupait du petit et le dimanche, on allait au bord de la rivière. Mais quand elle est tombée enceinte des jumelles, tout s'est compliqué. L'accouchement a été difficile, éprouvant. Les filles sont nées en bonne santé, Dieu merci. Mais Madeleine a commencé à perdre beaucoup de sang. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça n'a pas suffi. Elle est morte cette même nuit, avec ma main qui tenait la sienne. Je me suis retrouvé seul avec 3 enfants. Thierry avait 10 ans. Les jumelles étaient des nouveau-nés. Ma sœur Geneviève est venue m'aider les premières semaines, mais elle avait sa vie à elle, sa famille. Elle ne pouvait pas rester pour toujours. Alors j'ai appris. J'ai appris à changer les couches en pleine nuit, à préparer les biberons, à dormir 3 heures par nuit. Le jour, j'étais mécanicien. La nuit, je devenais mère et père. Thierry m'aidait, le pauvre petit. Ce n'était qu'un gamin, mais il devait déjà être un homme. Il me passait la serviette quand je donnais le bain aux jumelles. Il m'aidait à plier le linge. Il venait avec moi au marché le samedi. « Papa, je t'aide », il disait. Et il aidait vraiment. On était une équipe. Je pensais, ce garçon va devenir un homme bien. Il va prendre soin de ses sœurs. Et j'ai cru ça pendant des années, jusqu'à ce samedi sur la route. Si vous écoutez mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Parfois, juste savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui écoute, ça me donne la force de continuer. Parce que ce qui vient maintenant, c'est le plus lourd. C'est ce qui m'a coûté le plus à accepter. Que cet adieu tout monté au portail, ces larmes de Nathalie, c'était du théâtre. Un petit spectacle pour que le voisinage croie que je partais en balade. Pour que personne ne se doute quand je ne reviendrai pas. Thierry avait tout planifié. La procuration, le voyage, l'abandon. Et moi, je suis tombé dans le panneau. Je suis monté dans cette voiture en croyant que j'allais retrouver mon fils. Mais la seule chose qui a été coupée ce jour-là, c'était le lien que je croyais qu'il existait entre nous. Celui de père et fils, celui du sang, celui de l'amour. On avait continué après l'arrêt au casse-croûte. Le chemin devenait de plus en plus désert. Moins de voitures, moins de maisons, moins de vie. Juste la bande grise de la route et des collines des 2 côtés. Le soleil descendait déjà. Il devait être environ 15h30. Thierry a rangé son téléphone, s'est calé dans le siège et s'est mis à regarder par la fenêtre. Patrice sifflotait toujours, mais plus doucement. Moi, je sentais l'air lourd dans la voiture, comme quand il va pleuvoir et que le monde devient bizarre. « C'est encore loin ?» J'ai demandé encore une fois. « Encore un peu. » Thierry a répondu sans me regarder. Sa voix était différente, froide. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai pris ma respiration. Du calme, Marcel. C'est juste un voyage. Et là, Patrice a quitté la route principale et a pris un chemin plus étroit. L'asphalte est devenu de la terre. La voiture a commencé à sauter. « C'est bien par là ?» Thierry a demandé. « C'est comme je t'ai dit. » J'ai ouvert les yeux. « On est où, là ?»« C'est un raccourci, papa. » Mais ça ne ressemblait pas à un raccourci. Ça ressemblait à un chemin de personne. Il n'y avait pas de maison, pas de gens. Que des champs secs, des buissons, des pierres.
La poussière entrait par les petites fentes de la voiture. J'ai commencé à tousser. « Ferme la vitre, papa », Thierry a dit. J'ai fermé. L'air là-dedans est devenu lourd, chaud. J'avais l'impression de manquer d'air. « On peut s'arrêter une minute ? J'ai besoin de descendre. »« Tout à l'heure, papa. On est bientôt arrivé. » Mais on n'arrivait nulle part. On s'enfonçait juste de plus en plus dans le néant. Thierry s'est retourné pour me regarder. Sa tête était sérieuse. Il n'y avait plus de sourire, plus de faux semblants. « Papa, il faut que je vous dise quelque chose. » Mon cœur a fait un bond. « Qu'est-ce qu'il y a, fiston ?»« Rien. Je voulais juste que vous sachiez que c'est pour le mieux. »« Pour le mieux, quoi ?»« Ça. Le voyage ? Tout. » Je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas. « Thierry, je ne comprends pas. » « Je sais que vous ne comprenez pas, papa. Vous ne comprenez jamais rien. Ça m'a blessé. Pourquoi tu me parles comme ça ? Parce que c'est la vérité, papa. » Il s'est retourné face à la route. Patrice a un peu accéléré. Le moteur a grondé. Je me suis accroché à la ceinture, serrant fort. « Thierry, je veux rentrer à la maison. »« Vous ne pouvez pas rentrer, papa. »« Comment ça, je ne peux pas ? Parce qu'il n'y a plus de maison. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'il n'y a plus de maison. Enfin, la maison est là, mais elle n'est plus à vous. » Je suis resté glacé. « De quoi tu parles ?» Thierry s'est retourné de nouveau, cette fois avec un calme qui m'a fait encore plus peur. « J'ai vendu la maison, papa. Hier, pendant que vous prépariez votre petit sac pour le voyage, moi j'étais en train de signer les papiers avec l'acheteur. J'ai senti le monde bouger sous moi. Non, tu ne peux pas vendre ma maison. Si, je peux. J'ai la procuration que vous avez signée, vous vous souvenez. Vous m'avez donné les pleins pouvoirs. Mais j'ai signé ça pour autre chose, pour les urgences. Et c'est une urgence, la mienne. J'avais besoin de l'argent. Mon corps tout entier tremblait. Thierry, cette maison est à moi. C'est la maison de la famille. Elle était à vous. Maintenant, elle appartient à Monsieur Lefebvre, un homme de Paris qui paye bien. Vous ne servez plus à rien, papa. Les mots sont sortis froids, durs. Comme des pierres qui tombent par terre. Vous n'arrivez plus à travailler. Vous n'arrivez plus à vous occuper de la maison. Vous ne faites que dépenser de l'argent en médicaments. Vous êtes un poids. J'ai essayé de répondre, mais la voix ne sortait pas. On aurait dit que tout s'était bloqué à l'intérieur. Et cette maison était pleine de choses qui valaient de l'argent. De l'argent dont j'ai besoin, dont ma famille a besoin. Alors j'ai pris une décision. Quelle décision ? J'ai réussi à demander, presque sans voix. Tout vendre. Les tableaux, les horloges, les cartes, les meubles. Tout. Tu ne peux pas me faire ça. C'est déjà fait, papa. Il s'est retourné face à la route de nouveau, regardant le chemin. Patrice continuait à conduire en silence, comme si rien ne se passait, comme s'il n'était pas en train de me broyer de l'intérieur. J'ai porté la main à ma poitrine. Ça faisait mal. Ça faisait vraiment mal. Comme si quelque chose à l'intérieur de moi se brisait en morceaux. Le silence dans la voiture était lourd, dense. On aurait dit que l'air était devenu du ciment. Je regardais la nuque de mon fils, ses cheveux que j'ai coupés moi-même quand il était petit, cette tête que j'ai caressée 1000 fois, et je ne le reconnaissais plus. « Pourquoi, Thierry ?» Ma voix est sortie brisée. « Pourquoi tu me fais ça ? Parce que la vie est comme ça, papa. Parce que les vieux gênent. Parce que je dois penser à mon avenir, à mes enfants. Mais tes enfants m'aiment bien. Manon et Lucas m'aiment bien. Ils vous aiment. Et c'est pour ça que je ne leur ai rien dit, pour qu'ils ne souffrent pas. Manon savait. Elle a essayé de me prévenir. Thierry s'est tendu. Manon est trop curieuse. Elle a fouillé là où elle n'aurait pas dû. Elle est bonne. Elle a du cœur. Quelque chose que toi tu as perdu. Thierry a ri. Un rire sec, sans aucune joie. Je n'ai pas perdu, papa. J'ai juste appris à moins m'en servir. Patrice a accéléré encore. Maintenant, la voiture filait sur ce chemin de terre. Je m'accrochais à la ceinture, serrant fort. « Où tu m'emmènes ? Tu vas voir. »« Thierry, pour l'amour de Dieu, arrête la voiture. On va parler. »« Il n'y a pas de discussion, papa, c'est déjà décidé. Qu'est-ce qui est décidé ?» Il n'a pas répondu. On a juste continué. Le soleil était de plus en plus bas. Le ciel virait à l'orange, puis au rouge. À l'intérieur, il faisait chaud.
Mais moi j'avais froid, un froid qui venait du fond des os. J'ai pensé à Madeleine, à ce qu'elle dirait si elle voyait ça. Si ta mère était vivante, j'ai dit, elle te retiendrait. Thierry a fermé les yeux. Pendant une seconde. Juste une seconde. J'ai vu quelque chose là. De la douleur, du doute. Mais il l'a vite caché. Maman est morte, papa. Ça fait presque 40 ans. Elle ne protège personne. Elle te connaissait. Elle savait comment tu étais. Elle ne savait rien du tout. Elle est morte quand j'étais gamin. Elle savait que tu étais sensible, que tu avais besoin d'amour. Et vous m'en avez donné de l'amour. Maintenant, je vous donne ça. C'est juste, non? Mon cœur battait si vite que j'ai cru qu'il allait éclater. J'ai porté la main à ma poitrine, j'ai pris ma respiration. « Patrice, arrête-toi, je me sens mal. » Patrice a regardé vers Thierry. Thierry a fait oui de la tête. « Arrête-toi là. » La voiture a freiné d'un coup, soulevant un nuage de poussière. J'ai toussé. J'ai besoin de descendre. J'ai besoin d'air. Dans un instant, vous descendez, papa. Du calme. Mais je n'étais pas calme. J'étais terrorisé. Parce que maintenant, je comprenais. Maintenant, je savais exactement ce qui se passait. Ce n'était pas un voyage. Ce n'était pas une balade. C'était un plan. Un plan pour se débarrasser de moi. Pour m'écarter du chemin. Pour que je ne puisse rien réclamer. J'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait rien autour. Que des champs vides, des collines au loin. Du silence. Et j'ai senti avec une certitude affreuse que ce qui allait suivre serait pire que tout ce qu'il avait déjà dit. Papa, si ça peut vous servir à quelque chose, ça n'a pas été facile. Thierry parlait sans me regarder. Ça n'a pas été facile de décider, mais c'était nécessaire. Nécessaire d'abandonner ton père, nécessaire d'aller de l'avant. La maison vaut beaucoup. Plus de 250 000 € avec tout ce qu'il y avait dedans. Avec cet argent, je rembourse mes dettes, j'achète une maison pour Nathalie, j'inscris Lucas dans une bonne fac. Et moi? Vous avez déjà vécu, papa. 76 ans. Vous avez eu votre vie. Maintenant, c'est mon tour. Je l'ai regardé et j'ai pensé, cet homme n'est pas mon fils. C'est autre chose. Quelque chose que je n'ai pas élevé. Quelque chose qui ne vient pas de moi. Si ta mère te voyait, j'ai dit, elle mourrait une deuxième fois. Thierry a fermé les yeux. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose là-dedans. De la douleur, du doute, mais il l'a vite caché. Maman n'est pas là. Là, il n'y a que vous et moi, et c'est ça qui doit arriver. La voiture s'est arrêtée pour de bon. Patrice a coupé le moteur, un silence total, juste le vent qui battait contre les vitres. Thierry a ouvert sa portière. « Descendez, papa. »« Non, descendez. » Le moteur fait un bruit bizarre. Il ne fait aucun bruit. « Descendez, papa. » Ne me faites pas répéter. Sa voix était un ordre, froide, dure. J'ai ouvert la portière, la main qui tremble. Je suis descendu. Les jambes me tenaient à peine. J'ai marché jusqu'à un vieux tronc, jeté sur le côté du chemin, et je me suis assis. Le soleil se couchait. Le ciel orange virait au rouge sombre. Le froid serrait. Et là, assis sur ce tronc au milieu de nulle part, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas un voyage. C'était un adieu. C'était mon fils qui disait sans le dire, « Je n'ai plus besoin de toi, tu es fini. » Et à cet instant, avec le vent glacé qui me frappait le visage et le cœur qui s'emballait, j'ai compris aussi que tout avait été un mensonge. Chaque « je t'aime, papa », chaque embrassade, chaque promesse, c'était du théâtre. Pour lui, j'avais cessé d'être une personne. J'étais un obstacle, un vieux entre lui et une maison pleine d'argent. Et j'étais là, à attendre ce que je savais déjà qui allait arriver. Parce qu'on peut nier la vérité longtemps, mais il arrive un moment où elle te frappe en pleine figure avec une telle force qu'on ne peut plus faire semblant. Et ce moment, c'était le mien. Ce tronc, cette route déserte, ce soleil qui s'en allait. Là, s'achevait la vie que je connaissais. Et c'était mon fils qui tenait la lame. Thierry est allé jusqu'au coffre, là ouvert. Je l'observais de là, les mains sur les genoux, essayant de contrôler les tremblements. Il a mis la tête dedans, comme s'il cherchait quelque chose. Il a bougé des choses, il a fermé le coffre. Ensuite, il a marché jusqu'à la portière passager, là ouverte,
et il est monté. Et moi, je suis resté là, à attendre qu'il dise « C'est bon, papa, fausse alerte, remontez ». Mais il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Patrice était au volant avec le moteur allumé. Il ne l'avait même pas vraiment coupé. Et ça aurait dû me crier que c'était un piège. Ça aurait dû être le signal. Mais je voulais encore croire. J'espérais encore que mon fils n'en soit pas capable. Mais il l'était. Et il l'a fait. « Fiston, j'ai appelé depuis le tronc. Ma voix est sortie faible, vieille. Qu'est-ce qu'il y a ?» Thierry a fermé la portière, mis sa ceinture. Il ne m'a pas regardé. « Thierry, tout va bien ?» Le moteur a rugi. Patrice a passé une vitesse et la voiture a commencé à avancer. Doucement au début. Je me suis levé du tronc. « Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas ?» La voiture a accéléré. « Thierry !» j'ai crié. J'ai essayé de courir derrière, les jambes qui tremblaient. « Attends, ne me laisse pas là !» Mais la voiture continuait. Elle a accéléré encore. J'ai encore essayé de courir. J'ai fait 3-4 mètres, mais ça n'allait pas. Les jambes ne répondaient plus. Le cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je me suis arrêté. Je me suis plié en deux. Je me suis tenu la poitrine. « Fiston !» J'ai crié avec le reste de force que j'avais. « Reviens !» Mais la voiture était déjà loin, soulevant un nuage de poussière qui piquait les yeux. Je suis resté là, au milieu du chemin de terre, avec la poussière qui flottait encore dans l'air, les pieds enfoncés dans la terre sèche, les mains tendues en avant, comme si je pouvais encore attraper la voiture. Même si elle n'était plus là, le bruit du moteur s'est éloigné, de plus en plus loin, jusqu'à devenir rien, que du silence, un silence si grand qu'il faisait mal aux oreilles. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien. Ni maison, ni poteau, ni personne, que des champs vides, des collines au loin et le ciel qui s'assombrissait. Le soleil avait presque disparu. Bientôt, ce serait la nuit. Et j'étais seul, complètement seul, avec ma chemise à carreaux que j'avais mise le matin, sans veste, sans nourriture, sans eau, sans rien. Je suis retourné au tronc. Je me suis rassis. Les jambes tremblaient tellement que je n'arrivais pas à rester debout correctement. J'ai porté les mains au visage. J'ai pris une grande inspiration. 1 fois, 2, 3, en essayant de calmer le cœur, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il va revenir. J'ai pensé ça. C'est une blague, un test. Il va revenir d'un moment à l'autre. Parce qu'on n'arrive pas à accepter qu'un fils abandonne son père comme ça. La tête commence à inventer des explications, des excuses, n'importe quoi, sauf la vérité. Je suis resté à regarder le chemin vide. J'ai attendu 5 minutes, 10, rien, juste le vent qui soufflait, soulevant la poussière, agitant les broussailles sèches, et le froid qui commençait à rentrer, qui rentrait par la chemise, par le pantalon, qui glaçait jusqu'aux os. J'ai sorti de ma poche le petit sac avec les médicaments. J'ai ouvert. Là-dedans, il y avait le médicament pour le cœur, celui que je devais prendre 2 fois par jour. J'ai regardé l'heure à ma montre. 16h30. Je devais prendre un comprimé à 18h. Sauf que je n'avais pas d'eau. Comment j'allais avaler ça sans eau? J'ai refermé le sac et je l'ai rangé. Après, j'ai sorti mon portefeuille. Il y avait là environ 200 €. Et à quoi ça servait dans cet endroit? Il n'y avait rien à acheter, nulle part où dépenser. Rien. J'ai rangé le portefeuille et je suis resté à regarder le chemin. À attendre. Encore à attendre. Parce que l'esprit, quand il ne veut pas accepter, s'accroche à n'importe quoi, même à ce qui est ridicule. Et moi je m'accrochais à l'espoir que mon fils ne soit pas un monstre, même si lui, il avait déjà montré qu'il l'était. 1 demi-heure est passée. Le soleil a complètement disparu. Le ciel est devenu violet, puis bleu foncé. Les premières étoiles ont commencé à apparaître. Et moi, là, assis sur ce tronc, fixant la route vide, jusqu'à ce que finalement je pense, il ne va pas revenir. Et la vérité m'a frappé en pleine figure comme une gifle. Il ne va pas revenir. Il m'a laissé ici pour que je meure. Et c'était peut-être ça l'idée, justement. Me laisser au milieu de nulle part, sans nourriture, sans eau, avec le cœur fragile, et attendre que la nuit fasse le travail. Le froid, l'obscurité, la peur finiraient ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire de ses propres mains. Et comme ça, personne ne pourrait le blâmer. Mon père s'est perdu pendant un voyage, il dirait. On ne sait pas ce qui s'est passé, et on le croirait.
Parce que personne ne veut croire qu'un fils est capable de tuer son père. Même pas comme ça, de cette façon lâche. Je me suis levé du tronc, parce que je ne supportais plus de rester assis. Il fallait que je bouge. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai commencé à marcher sur le chemin de terre, dans la direction d'où on était venu. Lentement parce que les jambes pesaient et le cœur battait bizarrement. J'ai fait 100 mètres, 200. Ça semblait ne jamais finir. Tout pareil. Terre, pierre, broussailles sèches. Il n'y avait pas de panneaux, pas de maison, pas de repères. Je pouvais marcher en rond sans même m'en rendre compte. Je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. L'air glacé a brûlé la poitrine de l'intérieur. Et maintenant, je fais quoi? J'ai pensé. Je continue à marcher, je retourne au tronc. Je ne savais pas. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil. Je n'avais jamais été aussi seul, aussi perdu, aussi trahi. Je me suis assis par terre, là, au milieu du chemin. Et pour la première fois de toute la journée, j'ai eu envie de pleurer. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les larmes n'allaient rien changer. Peut-être parce que l'orgueil pesait encore plus que la douleur. Ou peut-être parce que je savais, au fond de moi, que pleurer allait dépenser de l'énergie dont j'avais besoin pour survivre. Je suis resté assis à regarder les étoiles qui devenaient de plus en plus nettes. Tant d'étoiles, des milliers, des millions. Et moi, si petit, un vieux abandonné au milieu de nulle part, sans maison, sans famille, sans rien. Madeleine me disait toujours « Marcel, tu es fort, plus fort que tu ne le penses. » Et je la croyais. Mais cette nuit-là, assis sur ce chemin de terre, avec le froid qui me rongeait les os, je ne me suis pas senti fort. Je me suis senti brisé, broyé. Comme si mon fils avait pris ma vie et l'avait jetée à la poubelle. Parce que c'est ce qu'il avait fait. Il m'a jeté. J'ai organisé une fête dans le jardin de la maison. Une fête d'adieu. J'ai invité tout le monde. Mes filles, Geneviève, les voisins, Moreau et sa famille, Manon et Lucas. C'était un samedi de décembre ensoleillé. Beau à en avoir mal. On a mis une grande table avec de la nourriture. Un barbecue, de la salade, du vin. Et un vieux poste qui passait ses chansons des années 70, qui semble ramener un morceau du passé. Les gens discutaient, me félicitaient. « Marcel, quelle chance que tu aies récupéré la maison. Marcel, tu as une autre tête. Marcel, tu es un exemple. » Et moi, je souriais, je remerciais, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Manon et Lucas sont restés à mes côtés tout le temps, fiers, heureux. « Papy, on t'aime, » a dit Manon en me serrant dans ses bras. « Et moi, je vous aime, mes chéris. Vous m'avez sauvé. » « Non, papy, c'est vous qui vous êtes sauvé tout seul. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je me suis sauvé tout seul. Avec de l'aide, oui. Mais au final, la décision de me relever a été la mienne, celle de personne d'autre. Sylvie et Martine sont arrivées ensemble avec leurs maris et leurs enfants, mes autres petits-enfants, ceux qui habitent loin et que je n'avais pas vus depuis longtemps. Ils sont venus un peu timides. « Papy, vous vous souvenez de nous ?» Bien sûr que je me souviens. J'ai dit et j'ai serré chacun dans mes bras. Vous êtes venus, maman nous a tout raconté. Ce que tonton Thierry vous a fait, c'est passé. Non, papy, ce n'est pas passé. On aurait dû être là, nous aussi. On aurait dû vous défendre. Vous êtes là maintenant. C'est ça qui compte. Geneviève est apparue avec une bouteille de vin à la main. Marcel, je t'avais prévenu. J'ai ri. Ce rire fatigué. Tu m'avais prévenu, oui. Et tu n'as pas écouté. Je sais, pardonne-moi. Elle m'a donné un petit coup d'épaule. C'est déjà pardonné, espèce d'imbécile. L'important, c'est que tu vas bien. On a trinqué. Aux frères qui n'abandonnent pas, elle a dit. Aux frères qui n'abandonnent pas, j'ai répété. Et on a bu. La fête battait son plein quand je l'ai vu. Thierry, debout au portail, regardant à l'intérieur, il n'était pas entré. Il regardait juste. La musique jouait, les gens riaient, mais moi j'ai vu. Et lui m'a vu. J'ai marché jusqu'au portail, doucement. Avec le verre de vin encore à la main, je me suis approché et on s'est regardé. Deux hommes qui un jour avaient été père et fils. Papa. Sa voix tremblait. Ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît.
Je voulais juste te demander pardon. Pardon? J'ai lâché un rire amer. Tu crois que le pardon répare ça? Non. Mais c'est la seule chose que je peux faire. Je l'ai bien regardé. Vraiment bien. Il était maigre, cerne profonde, nouvelle ride. Il avait l'air d'un vieux, plus vieux que moi. Tu m'as abandonné comme un chien au milieu de nulle part, j'ai dit. Ma voix est sortie froide, dure. Tu as cru que j'allais mourir là, que le froid ou le cœur allait m'emporter et que toi tu aurais tout. Thierry pleurait déjà. Je ne voulais pas. Je voulais juste... Mais le chien n'est pas mort. J'ai continué. Le chien a trouvé un nouveau foyer. Il a trouvé des gens qui lui donnaient de la valeur, qui le respectaient. Papa, Et toi, tu as perdu le seul père que tu avais. Thierry s'est effondré. Il est tombé à genoux là par terre, pleurant comme un enfant. Pardonne-moi, papa. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, debout, avec le verre à la main, à le regarder. J'ai ressenti plein de choses en même temps. De la tristesse, de la colère, de la pitié. Mais l'envie de pardonner, non. Pas à ce moment-là. Peut-être jamais. Relève-toi, j'ai dit, ne reste pas à genoux. Ça ne te donne pas de dignité. Il s'est relevé. Il s'est essuyé le visage avec la manche. Tu crois qu'un jour tu me pardonneras? Je ne sais pas, Thierry. Pas aujourd'hui. Et demain? Demain non plus. Peut-être dans 10 ans. Peut-être jamais. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Quoi? Que j'ai survécu. Que je me suis reconstruit. Que j'ai trouvé une nouvelle vie sans toi. Et cette vie est meilleure que celle que j'avais avant. Parce que maintenant je sais qui m'aime vraiment et qui ne m'aimait que pour ce que j'avais. Thierry a baissé la tête. Va-t'en, j'ai dit. Cette fête n'est pas pour toi. Et il est parti. Il est parti en descendant la rue, épaules affaissées, vaincu. Et moi, je suis retourné au jardin. Retourné vers mes gens, vers ceux qui sont restés. Cette nuit-là, quand tout le monde est parti, je suis resté seul dans le jardin. Je me suis assis sur une chaise et je suis resté à regarder les étoiles. Les mêmes étoiles que j'avais vues cette nuit-là sur la route, quand j'ai cru que j'allais mourir. Sauf que je ne suis pas mort. J'ai survécu. Et plus que ça, j'ai recommencé à vivre, parce que parfois la vie nous arrache tout. Elle nous jette au milieu de nulle part et elle piétine encore. Mais si on a de la dignité, si on a de la force, si on a la volonté de continuer, on peut se refaire. On peut recommencer. À 76 ans, j'ai recommencé. Ça a été dur, ça a été douloureux, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis là, avec ma maison récupérée, avec mon travail, avec ma famille qui m'aime vraiment, avec ma dignité intacte. La route ne m'a pas tué, elle m'a rendu ma vie. Elle m'a montré qui était qui. Et ça, aussi étrange que ça puisse paraître, c'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir, parce que maintenant je sais. Peu importe combien de fois la vie nous fait tomber, ce qui compte, c'est combien de fois on se relève. Et moi, je me suis relevé, et je suis là. Et je vais rester là jusqu'au dernier jour. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si votre propre fils vous abandonnait au milieu de nulle part? Vous pardonneriez ou vous iriez de l'avant sans regarder en arrière? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez été ému, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partagez. Parfois, une histoire change une vie. Merci d'être là.